présentez, vous concevez deux antennes, donc une bande S et une bande X. Est-ce que vous pouvez nous les différencier, les dissocier et expliquer à notre public quelles sont, et à quoi elles sont destinées? Alors, l'antenne bande S, donc typiquement, là, on va fonctionner dans des fréquences aux alentours de 2 gigas, 2 giga 3. C'est des antennes qui sont utilisées pour faire les liens de télécommande, télémesure des satellites. Donc, ça va être vraiment pour piloter le satellite, lui envoyer des instructions sur les manœuvres qu'il doit faire, ce qu'il doit enregistrer, etc. Et recevoir son état de santé, voire recevoir quelques données qui peuvent provenir de la charge utile. Cette antenne, en fait, son objectif, c'est de pouvoir être en lien permanent avec le satellite. Donc il faut qu'on puisse disposer d'une couverture tout autour du satellite, peu importe son attitude, puisque quand il est libéré en orbite, au début il faut qu'il se stabilise et il peut être n'importe comment. Si jamais on n'arrive pas à l'accrocher à ce moment-là, on peut perdre la mission en entier. Donc ça c'est sa mission. L'antenne bande X, elle, a une fonctionnalité complètement différente puisqu'elle est là pour rapatrier uniquement des données qui viennent de la charge utile, donc vraiment les données de la mission. Là en l'occurrence sur le satellite ICESat, ça va être une caméra donc, qui va rapatrier beaucoup de données. Et donc quand le satellite va passer au-dessus de la station d'ancrage qui va capter ces signaux, il va falloir vider un maximum de données lors du passage du satellite au-dessus de la station. Et donc là, on va fonctionner à des fréquences plus élevées, typiquement autour de 8 GHz. Est-ce que c'est plus difficile à concevoir parce que c'est miniaturisé? Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus exigeant puisque là, on va vraiment repousser les limites de la physique. Les équations de Maxwell, on ne peut pas aller au-delà. Donc, au bout d'un moment, quand on veut une certaine performance, il y a un minimum de volume et il faut utiliser des techniques un peu particulières. Nous, on utilise des technologies type métamatériaux, typiquement, qui nous permettent d'aller miniaturiser au niveau de la conception ces antennes, tout en conservant des très bonnes performances. Sur le niveau de performance, il est comparable à un modèle plus grand? Alors là, ça va dépendre des applications. Non, dans certains cas, on ne va pas pouvoir être comparable. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces petits satellites, ils ont plutôt tendance à être en orbite basse. Donc typiquement, on va dire entre 400 et 800 km d'altitude. Là où un satellite géostationnaire, à peu près à 36 000 km. Donc la distance de propagation est sans commune mesure. Ce qui fait que quand on est en orbite basse, on n'a pas besoin d'avoir autant de gains au niveau de l'antenne qu'un satellite qui va être à 36 000 km. Donc ça, on arrive à trouver des compromis justement, mais pour pouvoir obtenir des bonnes performances pour réaliser la mission, avec des antennes qui soient suffisamment petites pour être embarquées sur ces petits satellites. Pour s'imaginer, quelle surface on peut recouvrir avec une seule antenne par exemple? Alors, si on est sur une antenne vraiment fixe, typiquement, nous, les produits qu'on développe, ils vont rentrer dans une phase de 10 cm par 10 cm par 10 cm. Maintenant, on est en train de développer d'autres technologies, puisque dans certains cas, ces dimensions-là ne vont pas permettre d'obtenir les performances qu'on veut pour réaliser les missions avec la performance souhaitée. Et donc là, on va partir sur d'autres concepts d'antennes qu'on appelle des technologies d'antennes dépliables. Donc quand on va en mettre l'antenne dans le satellite au lancement, elle va contenir dans ces fameux 10 cm par 10 cm par 10 cm. Et une fois qu'elle va être en orbite, on va venir déplier l'antenne pour obtenir des dimensions beaucoup plus grandes, si bien que les antennes in fine peuvent se retrouver à être plus grandes que le satellite lui-même. Quel peut être le coût approximatif, pas forcément le coût approximatif d'une antenne? Alors, bon, c'est pareil, en fait, à chaque fois, il faudrait regarder de manière spécifique parce que ce n'est pas les mêmes perfos, mêmes technologies, mais on va dire sur une antenne COTS, l'ordre de grandeur, on va être à quelques milliers d'euros, à une dizaine de milliers d'euros à peu près. Sur des antennes charge utile, typiquement par exemple des hélices dépliables, là on est sur une technologie beaucoup plus complexe, donc je dirais on va être plutôt un ou deux ordres de grandeur au-dessus. On voit que la miniaturisation des satellites est en train de se démocratiser. Comment on peut l'expliquer ça? Alors, bon là ce n'est qu'un avis très personnel, mais ce qui s'est passé, c'est que la miniaturisation de l'électronique, ça a été un des vecteurs forts, énormément poussé par tout ce qui est technologie, téléphone portable, smartphone, ordinateur, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec des cartes électroniques extrêmement petites, on peut se retrouver avec des puissances de calcul absolument faramineuses. Pour donner un exemple, dans n'importe quel smartphone aujourd'hui, il y a beaucoup plus de puissance de calcul que ce qui est embarqué sur Curiosity. Ça donne une petite idée. Parce que des processeurs en orbite, c'est compliqué. Vu que là, sur tous ces petits satellites, on travaille en orbite basse, on reste un peu protégé par notre atmosphère, l'ionosphère, etc.
notre magnétosphère, ce qui fait qu'on peut commencer à embarquer des équipements électroniques qui viennent du sol finalement, alors qui sont avec le niveau de qualité qui vont bien évidemment, mais on commence à pouvoir les embarquer et ils fonctionnent en orbite. Donc là on arrive sur une rupture complète et du coup une approche pour les fabricants de satellites qui est complètement différente, puisqu'on va chercher à approvisionner des composants sur étagère et les assembler intelligemment pour faire sa mission, plutôt que là où le spatial traditionnel avait tendance à faire de la haute couture, du sur-mesure pour chacune des missions, et finalement à développer un produit spécifique pour faire une mission. Donc c'est voilà, c'est un petit peu, je dirais, quelques éléments qui peuvent expliquer un petit peu cette rupture et ce changement de paradigme dans le spatial. Eh bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Toutes ces réponses. Avec plaisir. Pour la suite. Et merci.